Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet qui nous concerne tous, l'avenir de la preuve et surtout ce que ça veut dire pour notre identité à l'ère du numérique. On s'en souvient très bien, pas vrai? Pendant la pandémie, un petit bout de papier ou bien souvent juste un QR code sur notre téléphone est devenu la clé. La clé pour voyager, pour aller au resto. Ce petit carré noir et blanc, en fait, c'était bien plus que ça. C'était un aperçu, un avant-goût assez saisissant de ce que pourrait être le futur de l'identité. Alors, commençons par le commencement. Le passeport pandémique, qui était avant tout une réponse à un problème mondial. Le défi était immense. Comment est-ce qu'on pouvait bien rouvrir nos sociétés en toute sécurité? Et c'est là que la question centrale s'est posée à tous les gouvernements. Comment on fait pour créer un système de preuve qui soit fiable, qui marche partout, au-delà des frontières, pour simplement dire voilà mon statut sanitaire? Pour répondre à ce défi, l'Union européenne a mis sur pied le certificat Covid numérique. Et attention, c'était bien plus qu'un simple document. C'était tout un système pensé pour que ça fonctionne de la même manière dans 27 pays. L'idée, c'était vraiment de bâtir une preuve fiable, universelle, avec un QR code pour que ce soit sécurisé, et de résoudre ce casse-tête de confiance à l'échelle de tout un continent. Bon, maintenant, passons à ce qui se cache derrière. Parce que ce passeport, ce n'était pas juste une solution de crise. Non, il reposait sur des concepts qui pourraient bien changer complètement notre vision de l'identité. Jusqu'à maintenant, notre identité numérique, elle a toujours fonctionné sur un modèle assez classique, centralisé. Prenez un permis de conduire, c'est le gouvernement qui le fabrique, qui garde une copie et qui peut vous le retirer. Le nouveau modèle, celui de l'identité décentralisée, eh bien il met tout ça cul par-dessus tête. L'idée, c'est que c'est l'individu qui génère et qui contrôle son identité. Fini l'autorité centrale qui a toutes les clés en main. Et la pièce maîtresse de ce nouveau système, c'est ce qu'on appelle l'identifiant décentralisé, ou DID. C'est vraiment la pierre angulaire du truc. Il faut l'imaginer comme une sorte d'adresse web personnelle, unique, que son propriétaire est le seul à contrôler. Sauf que cette adresse, elle ne mène pas à un site web. Non. Elle pointe vers un document public qui explique comment on peut vérifier de manière totalement mathématique que la personne est bien celle qu'elle prétend être. Alors, comment ça marche en pratique? En fait, c'est assez simple en 3 étapes. 1. On génère son propre identifiant unique. 2. Cet identifiant est lié à un document public qui contient une sorte de cadenas numérique, c'est la fameuse clé publique. Et 3, pour prouver qui on utilise sa clé privée, qu'on est le seul à avoir, pour créer une signature numérique. N'importe qui peut alors prendre la clé publique, qui est visible par tous, pour s'assurer que la signature est bien la bonne. C'est une preuve mathématique, c'est juste infalsifiable. Pour que ce soit un peu plus parlant, on va prendre une analogie toute simple. Pensez à un portefeuille numérique. Dans le monde réel, le gouvernement imprime un permis, on le met dans notre portefeuille en cuir. Eh bien, ce nouveau modèle, c'est un peu pareil. Une université, par exemple, peut émettre une attestation vérifiable, en gros un diplôme numérique sécurisé, et l'envoyer directement dans une application portefeuille sur notre téléphone. Et à partir de là, on en est le seul gardien. C'est nous et personne d'autre qui décidons à qui on le montre. Le contrôle nous revient. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Des poids lourds comme Microsoft avec sa plateforme Azure ou IDEMIA, qui est un leader de l'identité, sont déjà en train de bâtir des systèmes comme ça. Ils permettent à des entreprises, à des écoles, d'émettre des diplômes ou des certificats professionnels qui sont à la fois 100% numériques et complètement inviolables. D'ailleurs, du côté de l'industrie, l'enthousiasme est total. Écoutez un peu ça. Matt Thompson d'IDEMIA va jusqu'à comparer cette technologie à l'invention de la serrure. Rien que ça. Ça vous donne une idée du potentiel que certains y voient pour révolutionner la sécurité et le contrôle de nos propres informations. Mais il y a toujours un mais. Un outil aussi puissant, c'est formidable pour ouvrir des portes, mais ça peut aussi servir à enfermer. Alors, que se passe-t-il quand cette technologie n'est plus utilisée pour permettre, mais pour restreindre? Et ça nous amène directement à la partie la plus délicate de cette analyse. Une question d'équité et le débat éthique qui va avec. Quelles sont les implications sociales de tout ça? Pour creuser ces questions, on va s'appuyer sur le travail de l'Observatoire de l'éthique publique, un groupe de réflexion français. Ils se sont penchés très sérieusement sur le cas du passeport vaccinal et ils ont mis le doigt sur plusieurs problèmes de fond. Première question, et c'est sans doute la plus évidente, est-ce qu'un système comme celui-ci ne risque pas tout simplement de couper la société en deux? Le point central qui est soulevé ici, c'est le risque de discrimination. Quand on conditionne l'accès à la vie de tous les jours à un statut, on crée, de fait, une citoyenneté à 2 vitesses. Il y a ceux qui ont le pass, et puis il y a les autres. Et dans les autres, il ne faut pas juste penser à ceux qui ne veulent pas. Il faut aussi penser à ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales ou ceux qui n'ont simplement pas eu accès au vaccin. Pour eux, c'est la double peine. Ce qui nous amène tout droit à la deuxième grande inquiétude, la question du consentement. Est-ce que ce n'est pas une manière déguisée de rendre la vaccination obligatoire?
L'Observatoire met le doigt sur quelque chose de subtil, mais de crucial. D'accord, légalement, la vaccination n'est peut-être pas obligatoire. Mais si on ne peut plus aller au resto, au cinéma ou prendre le train sans un passeport sanitaire, elle le devient dans les faits. La pression devient tellement forte que le principe même de consentement libre et éclairé, qui est un pilier de toute l'éthique médicale, est sérieusement mis à mal. Troisième point d'inquiétude, et pas des moindres, nos données personnelles et le risque de surveillance. Et là, on change complètement d'échelle. Avant, on avait une surveillance ciblée, comme le fameux carnet jaune pour voyager dans certains pays. Là, on passe à une surveillance généralisée de toute la population. Pour qu'un tel système marche, il pourrait falloir créer des bases de données de santé gigantesques, centralisées, des cibles de rêve pour les pirates informatiques. Et qui a accès à tout ça? Les entreprises qui gèrent la technique? D'autres? Les risques pour la confidentialité sont juste énormes. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui est sûr, c'est que cet avenir de la preuve, c'est clairement une arme à double tranchant. D'un côté, on a une technologie, l'identité décentralisée, qui nous promet une reprise en main incroyable de nos données, un contrôle qu'on n'a jamais eu, mais de l'autre, quand on l'applique pour prouver un statut, comme on l'a vu avec le passeport vaccinal, ça nous met face à des choix de société hyper profonds sur la liberté, sur l'égalité et sur la surveillance. La preuve numérique, c'est un outil qui peut ouvrir des portes, c'est certain. Mais la vraie question, la question cruciale, c'est qui, à la fin, contrôle les clés? Et si ce n'est pas nous, quelles sont les portes qui, au contraire, risquent de se fermer? C'est le grand défi que cette nouvelle ère de l'identité nous lance à tous.